Bonjour, donc moi je m'appelle Barbara Pitagro, je suis chef de clinique en insuffisance et greffe cardiaque, puis je vais vous parler un petit peu du coup de la dyspnée chronique aussi, avec une petite incision sur l'insuffisance cardiaque qui est mon dada. Donc comme il vous a dit Stéphane, bon la dyspnée elle inclut c'est une sensation subjective qui inclut beaucoup de choses, puis vous allez voir à peu près 25% des patients en ambulatoire qui ont ces symptômes, et puis au CHUV on voit à peu près 50% des patients qui sont admis dans un hôpital tertiaire qui ont une dyspnée. À gauche, vous avez les causes de dyspnée aiguë sur lesquelles on ne va pas se focaliser aujourd'hui, et que c'est ce qu'on va plutôt aux urgences. Et puis à droite, les causes de dyspnée chronique dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer de passer en revue, mais c'est assez lourd. Donc je vais vous parler un petit peu des arythmies, de la maladie coronarienne, de l'insuffisance cardiaque, bien sûr. Et puis, j'ai encore ajouté un petit mot sur l'hypertension pulmonaire et l'insuffisance chronotrope, qui sont un peu moins parlés, que c'est important de discuter aussi. Les autres thèmes, je n'en ai pas parlé, c'est des choses assez rares, qu'il faut un petit peu une évaluation plus spécialisée par un cardiologue pour le diagnostic. Donc pour le bilan, il vous a déjà parlé de pas mal de choses, Stéphane. Pour moi, je vais me concentrer sur l'NT-proBNP et les troponines, c'est ce qui va nous intéresser le plus en cardiologie. L'ECG, bien sûr, on va en parler après. Puis l'échocardiographie, il fait pas partie du bilan initial. J'ai quand même osé le mettre parce que je trouve que c'est un examen qui est pas très invasif, puis qui nous apporte beaucoup de choses comme information dans la dyspnée. Donc c'est important d'être avancé assez bas pour la faire. Et puis en deuxième ligne, des examens un peu selon l'anamnèse et status qu'on pourrait rajouter, comme le test de marche de 6 minutes que vous pouvez le faire en cabinet, les tests fonctionnels, IRM, PET, coronarographie si on suspecte une maladie coronarienne, et puis l'ergospirométrie à la fin, où je toucherai aussi un petit mot. Donc en ce qui concerne l'ECG, il a dit Stéphane, la fibrillation auriculaire, il y a à peu près 4 choses qu'il faut garder en tête. La fibrillation auriculaire, c'est très important de la dépister parce que oui, il y a une prévalence élevée dans les patients qui ont une dyspnée, à peu près entre 8 à 10%. Est-ce que c'est la cause de la dyspnée ou est-ce que c'est une conséquence, la maladie de base qui cause la dyspnée? C'est débattu, mais en tout cas, les patients avec une fibrillation auriculaire, ils ont beaucoup de dyspnée et vice-versa. L'ischémie, tous les signes d'ischémie à l'ECG, c'est important de chercher parce que, comme vous savez, la dyspnée peut être un équivalent angineux et du coup, finalement, c'est une dyspnée qui est vraiment un angor. Et puis ça vous le connaissez bien et vous le cherchez assez souvent. Et puis les autres deux choses qui sont un peu moins recherchées, c'est le bigéminisme ventriculaire. C'est des patients que quand vous faites l'ECG, ils vous disent il a une fréquence cardiaque qui est à 70, mais en vérité, ces extrasystoles qu'on les voit, elles sont pas efficaces. Donc si vous le mettez en saturomètre, vous allez avoir une fréquence cardiaque qui vous apparaît à 40. Donc c'est des patients qui en vérité sont bradycardes et sont dyspnéiques sur cette bradycardie. Donc c'est des patients qu'il faut adresser, qu'il faut investiguer. Et puis finalement, le pattern d'amyloïdose à l'ECG, je trouve que c'est important de l'avoir en tête parce qu'il y a beaucoup d'amyloïdose, surtout chez la population âgée, qui n'est pas assez diagnostiquée. Et puis maintenant, on a des traitements qu'on peut les offrir. Donc d'avoir cette image d'ECG en tête, l'ECG avec les microvoltages des dérivations périphériques qui sont discordantes avec une échographie qui va vous montrer un VG qui est bien hypertrophié, qui est bien musclé, et vous n'avez aucun signe d'hypertrophie à l'ECG, vous avez plutôt un ECG tout petit, tout microvolté, avec ces ondes Q, pseudo-ondes Q d'infarctus au niveau intérieur que vous voyez là. Ça, c'est quelque chose à garder en tête. Après, si on parle de l'NT-proBNP, comme il a dit Stéphane, c'est quelque chose qui est sensible, mais qui est peu spécifique. Ça, c'est important de savoir parce que ça veut dire que vous allez pouvoir écarter l'insuffisance cardiaque avec, mais pour le diagnostiquer, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, en ce qui vous concerne, dans le côté ambulatoire, on utilise le cutoff de 125 pour écarter l'insuffisance cardiaque. Si vous avez moins que 125, c'est peu probable qu'ils ont une insuffisance cardiaque. Après, vous avez la zone grise où vous allez avoir besoin de plus d'examens pour diagnostiquer une insuffisance cardiaque. Et puis, c'est là qu'il faut garder en tête toutes ces autres pathologies que j'ai mis à côté, ces tableaux de diagnostic différentiel d'un NT-proBNP élevé. Et puis, à plus de 2000, là, vous êtes quand même dans une probabilité très élevée d'avoir une insuffisance cardiaque. C'est peu probable que ce soit quelque chose d'autre. Donc, en ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, on a un grand chapitre, c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection diminuée. Donc, il n'y a pas grand-chose qui bouge à l'échographie. Elle a à peu près 15% d'effet VG, cette patiente. Et là, ce qui est important quand vous voyez ces patients en ambulatoire, c'est de confirmer à chaque fois est-ce qu'ils ont les 4 piliers. C'est très important, c'est ce qui va changer la mortalité, c'est ce qui va changer les hospitalisations. Et quand je parle des 4 piliers, je parle des ARNI, c'est-à-dire l'entresto. S'ils ne tolèrent pas ou s'ils sont très âgés, on peut parler plutôt d'un IEC ou d'un sartan. Mais la plupart des patients tolèrent quand même l'entresto si on ose le mettre.
je parle des antagonistes des minéralocorticoïdes, c'est-à-dire l'aldactone, les plérénones, les bêta-bloqueurs et puis depuis un moment les inhibiteurs SGLT2. Tout ce qui est à côté, c'est du fine-tuning que nous on fait en cardiologie, on fait surtout en insuffisance cardiaque avancée. Donc c'est aller traiter les valves, aller mettre un device et puis des autres traitements qui en rajoutent. Ça vous concernera moins. Il faut déjà se concentrer, est-ce qu'ils ont les 4 piliers. Et quand on parle des 4 piliers, on parle des doses pronostiques. Donc c'est pas juste les introduire, c'est les titrer. Et ce tableau, il est ultra important, c'est savoir à quelle dose je les commence et jusqu'à où je veux aller. Donc le but, c'est pas de les rendre normocardes, le but, c'est d'arriver à la dose pronostique. Donc il faut titrer jusqu'à qu'on arrive, ou bien jusqu'à que le patient devienne symptomatique et qu'on peut plus les titrer. Donc c'est dose max tolérée, idéalement dose pronostique. Et puis, ça je dis pour les bêta-bloqueurs, pour les hernies, on a tous des doses pronostiques. Il faut garder en tête si on relaye un IEC par l'Entresto de faire un washout de 36 heures. Ça c'est très important, sinon ils ne le tolèrent pas bien. Ils font des grosses vasodilatation et des grosses hypotensions associées. C'est toujours une petite crainte qu'on a quand on les voit en ambulatoire. Est-ce que j'ose titrer? Est-ce que j'ose le faire vite ou pas? À quel délai je le fais? Pour répondre à ça, on a cette étude qui est sortie en 2022, le Strong-HF, dont on a beaucoup parlé, qui nous a montré que oui, c'est sécuritaire de le titrer vite, et plus que sécuritaire, il y a un bénéfice de le titrer vite. Déjà à 180 jours, on voit une différence entre la courbe des patients qui ont été titrés vite et ceux qui n'ont pas été titrés vite. Pour rester sécuritaire, ils ont respecté quand même quelques critères, c'est-à-dire pour les bêta-bloqueurs, il faut faire une petite pause dans la titration si vous voyez que le NT-proBNP est en train d'augmenter, parce que ça veut dire que votre malade il est congestionné, donc il faut d'abord le décongestionner, vous le videz et seulement après vous pouvez continuer vos titrations. Si vous avez une fréquence cardiaque qui commence à devenir bradycarde, et bradycarde ça veut dire moins que 55, s'ils sont à 65, s'ils sont à 60, vous pouvez titrer et vous voyez comment ça se passe. C'est des patients que vous allez revoir, donc s'ils commencent à devenir plus lents, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc osez monter les doses. Et puis pour les IEC, pour les hernies, c'est la pression artérielle systolique qui va vous bloquer le plus. Et quand je dis hypotension, c'est 95. Donc, s'ils sont à 100, s'ils sont à 105, osez monter un petit peu le dosage et voyez comment ça se passe. La plupart des fois, ils le tolèrent, ça descend pas si autant la pression. Donc, on peut oser et voir s'ils le tolèrent ou pas. Il faut pas se guider autant sur les chiffres. Il faut demander au patient, est-ce que vous êtes orthostatique? S'il n'est pas orthostatique, même s'il a 100 de pression, ça va. Ça suffit pour perfuser ses organes et ça va bien se passer. Puis il faut bien sûr faire attention à la kaliémie. Si vous avez une kaliémie à plus que 5, si vous avez une GFR qui a moins que 30, là il faut poser la titration. En ce qui concerne le diurétique par contre, là l'objectif c'est pas d'arriver à dose max, c'est pas un traitement prognostique. Donc l'objectif c'est la dose minimale efficace. Donc dès que vous avez un proBNP qui arrive à des valeurs correctes ou vous avez un patient qui n'a plus de signes de congestion, vous pouvez arrêter la titration. Vous avez trouvé votre dose de croisière et vous pouvez rester là. Après, en termes de sequencing, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est d'introduire un après l'autre. Et puis, c'est ce qui était fait jusqu'à que cette étude est sortie en 2021. Maintenant, on parle plutôt d'introduire les bêta-bloqueurs avec les inhibiteurs SGLT2 en premier lieu. Et pourquoi? Parce qu'on a vu avec les études que c'est les deux où les courbes se séparent le plus tôt. C'est-à-dire qu'à partir des 90 jours, et pour les bêta-bloqueurs, même 50 jours, vous commencez déjà à avoir un effet positif. Alors que pour l'Entresto, vous avez une séparation des courbes qui est à 6 mois, voire 12 mois. Donc, c'est beaucoup plus tardif. Vous pouvez l'introduire un deuxième temps. Et puis, la deuxième chose que je voulais vous parler par rapport à l'FREF, c'est la substitution en fer. Parce que c'est quelque chose dont on me parle beaucoup, les généralistes me parlent beaucoup. C'est les patients qui ont un déficit en fer, c'est-à-dire on a une ferritine inférieure à 100 ou bien on est entre 100 et 300 avec un coefficient de saturation qui est inférieur à 20%. Il faut les substituer. Et ça, même s'ils n'ont pas d'anémie, parce que ça diminue les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et quand je dis substituer, je dis IV. Ça, c'est toujours un problème parce qu'en termes de remboursement, vous devez essayer le PEROS et pas avoir réussi pour pouvoir justifier ça. Par contre, s'ils ont un FREF, vous pouvez justifier la substitution IV directement parce que c'est la seule substitution qui a montré un bénéfice. Le PEROS ne marche pas. Et ça ne marche pas, on pense que c'est parce que ces patients, ils sont quand même un peu congestionnés, ils ont un petit peu d'œdème au niveau des anses intestinales et puis l'absorption, elle n'est pas idéale. Et c'est probablement pour ça qu'il n'y a que l'IV qui a montré un bénéfice. Finalement, l'autre gros chapitre, c'est l'FPF. Et bon, j'ai mis l'FREF là-dedans aussi, donc c'est-à-dire la préservée et la moyennement réduite.
Et ça veut dire que quand vous avez un patient qui a des signes et des symptômes d'insuffisance cardiaque, vous l'avez envoyé faire une échocardiographie et il revient avec un FEVG préservé, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas une insuffisance cardiaque. Si vous y croyez à votre diagnostic, il faut aller chercher l'FPEF. C'est-à-dire, vous avez un score que vous pouvez le faire au cabinet, c'est le H2-FPEF, où vous quantifiez les points avec les chiffres que vous avez de l'écho-cœur et puis les autres choses que vous pouvez obtenir facilement. Et puis, si vous avez plus que 6 points, alors vous pouvez diagnostiquer une FPEF. Si vous êtes entre 2 à 6, vous êtes dans la zone grise et c'est à ce moment-là qu'il faut poser la question spécifiquement au cardiologue, est-ce que mon patient il a une FPEF ou pas? Et nous, avec l'échographie, on a des marqueurs qui nous disent ça. Et puis, si on n'arrive pas à diagnostiquer avec, on peut l'adresser pour un cathétérisme droit et aller un petit peu plus loin. Et pourquoi c'est important de diagnostiquer l'FPEF et la midref? Parce qu'on a depuis aussi quelques années, depuis 2019, des traitements qui sont aussi efficaces dans cette maladie, enfin. Donc, quand je parle des inhibiteurs de SGLT2, de l'empagliflozine, de la dapagliflozine, surtout ces deux-là, qui diminuent aussi, eux, la mortalité et puis l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc, ça vaut la peine de les introduire. Et comment on les introduit, c'est très facile, c'est de 10 mg, il n'y a pas de titration, il n'y a pas de réflexion à faire. Ça sert à rien de l'introduire à 5 mg, je l'ai vu assez souvent de le faire en se disant ça sera peut-être un peu moins hypotenseur, ils sont pas très hypotenseurs. Et puis les études ont montré que de mettre une demi-dose, ça diminue pas les effets secondaires et par contre vous n'êtes pas à dose pronostique, donc ça diminue le bénéfice. Donc si vous le mettez, mettez-le à full dose, c'est ce qui a montré un bénéfice. Puis finalement, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je peux arrêter le traitement? C'est-à-dire, mon patient, il a un FREF, il a une diminution de sa fonction systolique. J'ai mis le traitement, super, il a augmenté sa FEVG. Est-ce que je peux arrêter son traitement? Surtout, les patients, ils sont très demandeurs de ça. Est-ce que je peux l'arrêter? La réponse, c'est non. L'étude qu'on a fait, le TREAD-HF qui a été fait en 2020, il a montré que les patients chez qui on arrête ces traitements, ils ont plus d'événements à long terme, ils ont plus de mortalité, ils ont plus d'hospitalisation. Donc, si votre patient le tolère bien, il faut essayer de l'expliquer ça et de le faire comprendre que c'est pas parce que sa fonction elle va bien maintenant qu'il est guéri de sa maladie et il faut quand même continuer à le traiter. Finalement, un petit mot sur l'insuffisance chronotrope, c'est des patients qui vont se plaindre de dyspnée, mais qui vont se plaindre surtout d'une intolérance à l'exercice, une intolérance à l'effort. Et c'est important de les diagnostiquer parce que c'est un facteur prédicteur majeur d'événements cardiovasculaires et de mortalité, toutes causes confondues. Et qu'est-ce que vous pouvez faire en cabinet? Vous pouvez le faire déjà un test de marche de 6 minutes. Vous le faites marcher pendant 6 minutes le plus vite qu'il arrive à faire, la distance la plus longue qu'il arrive à faire. Puis vous regardez si ça s'accélère à la fin. Il n'y a pas de cut-off pour le test de marche de 6 minutes parce que ce n'est pas validé pour le diagnostic, seulement pour le dépistage. Mais si vous voyez qu'à la fin, il ne s'accélère pas, vous trouvez que c'est une fréquence cardiaque qui reste assez basse, à ce moment-là, vous l'adressez en cardiologie. On le fait soit en ergométrie, soit en ergospirométrie pour diagnostiquer ça formellement. Et puis ça sera qu'il n'augmente pas jusqu'à 80% de sa réserve de fréquence cardiaque max. Et puis, c'est des traitements, c'est des patients qu'on peut aussi traiter, c'est-à-dire on peut leur faire des protocoles d'exercice physique, surtout des exercices d'endurance. Ça améliore la sensibilité des récepteurs aux catécholamines. Et du coup, c'est des patients qui vont devenir plus sensibles aux stimulus sympathiques et qui vont du coup s'accélérer plus. Si malgré tout ça, c'est des patients qui ont des symptômes sévères, qui ne sont pas améliorés avec l'effort physique, on peut en discuter d'implanter un pacemaker juste pour le côté asservissement. C'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent. C'est des patients qui, soit ils ont déjà un pacemaker parce qu'ils sont insuffisants cardiaques, c'est très fréquent, l'incompétence chronotrope dans l'insuffisance cardiaque, soit on ne l'implante pas exprès pour ça parce que c'est des patients un peu âgés. Mais on a eu des cas où on le fait pour ça, donc ça vaut la peine d'en discuter. Et puis finalement, l'hypertension pulmonaire, je vous en parle parce que dans les guidelines de l'ESC, c'est quand même les médecins généralistes qui apparaissent tout au début de l'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire c'est à vous de faire le dépistage initial. Quand vous avez un patient qui a cette dyspnée, vous l'avez envoyé pour une échographie, vous n'avez pas trouvé d'insuffisance cardiaque, il faut faire attention à la petite ligne qu'on met toute perdue là au milieu de notre texte. Est-ce qu'il y a une probabilité intermédiaire ou élevée d'hypertension pulmonaire? Et si c'est le cas, s'il y a un gradient d'IT qui parle pour des signes indirects, il faut pousser un peu. On ne fait pas tout d'office en cardiologie. Donc, si vous suivez des patients comme ça, il faut essayer de pousser un peu pour qu'on aille plus loin. C'est-à-dire l'adresser et demander est-ce que mon patient il a des critères autres pour l'hypertension pulmonaire? Est-ce qu'il faut aller au cathétérisme pour diagnostiquer? Et ça, c'est important parce que c'est quand même une maladie qui a beaucoup de mortalité, beaucoup de morbidité. Et on a des traitements pour. Donc, le plus tôt on les commence, le mieux. Puis finalement, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est si après toutes ces investigations, vous n'avez rien retrouvé, votre patiente est toujours dyspnéique, là, il faut l'adresser pour une ergospirométrie.
Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils doivent pouvoir faire un petit effort physique quand même. Donc, c'est sur le vélo ou sur le tapis. Si c'est des patients grabataires au lit, ça sert à rien, on ne pourra pas les faire pédaler. Mais s'ils sont capables de faire un petit peu de vélo, adressez-les pour une ergospirométrie parce que c'est un examen que nous donne beaucoup d'infos. Je ne vais pas rentrer dans des détails de comment l'examiner, comment l'interpréter, mais ça nous donne beaucoup d'infos, non seulement au niveau cardiaque, mais aussi au niveau pulmonaire, au niveau métabolique. On peut diagnostiquer beaucoup de choses avec. Donc, c'est quelque chose qui est indiqué dans la dyspnée d'étiologie indéterminée à la fin de notre algorithme de diagnostic. Donc, pour finir, mes messages, ce serait de faire un bilan complet toujours, ce qui va nous intéresser en cardio, l'ECG, l'NT-proBNP, assez facilement à l'écho-cœur, et puis des examens dirigés si vous pensez que c'est quelque chose de coronarien. Si c'est pas coronarien et que vous avez diagnostiqué une insuffisance cardiaque et que c'est une FRF, titrez le traitement, c'est l'essentiel. Mettez les 4 piliers, osez monter le dosage, et le plus tôt vous le faites, le mieux. De ne pas l'arrêter si jamais la FVG s'améliore, et puis de substituer ces patients avec une FRF avec du fer IV. Dans la FPF, d'y penser surtout quand vous n'avez pas de dysfonction gauche et que vous pensez quand même que c'est une insuffisance cardiaque. C'est très fréquent chez les patients en EFA, donc si vous avez quelqu'un en EFA, pensez-y à l'FPF. Et puis dépister l'amyloïdose, c'est très fréquente et très sous-diagnostiquée. Traitez-le avec des inhibiteurs de SGLT2. Et finalement, si vous n'avez pas d'insuffisance cardiaque, pas de maladie coronarienne, pensez aux choses moins fréquentes, au bigéminisme ventriculaire, à l'insuffisance chronotrope, à l'hypertension pulmonaire. Et si vous n'avez rien trouvé, adressez-le pour une ergospirométrie. Et voilà, c'est un peu dense. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.